Pension Vanillos par Agatha Christie. Partie 3 du livre audio. Chapitre 8. Bien que réprouvant personnellement l'habitude anglaise du 5 o'clock tea, parce qu'elle empêchait les gens d'attaquer dans les dispositions convenables le dîner, par lui considéré comme le moment suprême de la journée, Hercule Poirot savait offrir le thé. L'inspecteur Sharp avait dégusté en connaisseur un thé des Indes, thé noir et très fort, accompagné de crumpets carrés, bien chauds et généreusement beurrés, et d'un cake excellent. Confortablement installé dans un bon fauteuil, il vida sa 3e tasse et dit « J'espère, monsieur Poirot, que vous ne m'en voulez pas d'être venu vous importuner. J'avais 1 heure à moi, avant le retour au bercail des pensionnaires de Mrs. Hubbard. J'ai l'intention de les interroger tous, l'un après l'autre. Corvée fastidieuse, mais nécessaire. Mes clients de tout à l'heure, vous les avez vus l'autre soir, et j'ai pensé que vous ne refuseriez pas de me donner quelques renseignements sur eux. Au moins, sur les étrangers. Vous croyez que, pour les étrangers, je suis bon juge, mais dans le nombre, il n'y a pas de Belges. Pas de Belges? Vous voulez dire par là que, comme vous êtes Belges, quelle que soit leur nationalité, ce sont des étrangers, pour vous aussi? À mon sens, ce n'est pas tout à fait exact. J'en sais peut-être plus long que vous sur les hindous, mais vous avez, beaucoup plus que moi, pratiqué les continentaux. Et si quelqu'un peut vous donner des renseignements, répondit Poirot, c'est vraisemblablement Mrs. Hubbard. Ces jeunes gens, elle vit avec eux depuis plusieurs mois, elle les connaît bien, et elle sait juger les hommes. C'est une femme remarquable, et je compte beaucoup sur elle. Je verrai aussi la propriétaire, elle était absente ce matin. Il paraît qu'elle possède différents hôtels du même genre, ainsi que des clubs d'étudiants. Elle n'a pas l'air d'être très aimée. « Vous êtes allé à St. Catherine's Hospital ?» demanda Poirot. « Oui, j'ai vu le chef du service pharmaceutique. Il m'a très aimablement reçu. La nouvelle l'a surpris et peiné. »« Que vous a-t-il dit de la petite ?» Elle était dans le service depuis un peu plus d'1 an, et on l'aimait bien. D'après lui, elle était plutôt lente, mais très consciencieuse. Après un silence, Sharp ajouta « La morphine venait bien de là-bas. »« Ah, intéressant, mais assez curieux. » C'était du tartrate de morphine. On le conservait à la pharmacie dans l'armoire au poison, sur le rayon du haut, celui où l'on range les drogues peu employées. Bien entendu, là-bas, comme partout, la morphine est surtout administrée en injection hypodermique, et on a plus souvent recours à l'hypochlorure de morphine qu'au tartrate. Question de mode, d'après ce que j'ai compris. Quelques médecins donnent le ton, les autres suivent, comme des moutons. Il ne m'a pas dit ça, naturellement, c'est mon impression personnelle. Il s'est contenté, lui, de me dire qu'il y avait, sur ce rayon, des médicaments autrefois très en vogue, et qui n'ont pas figuré sur une ordonnance depuis des années. De sorte que l'absence d'un de ces flacons poussiéreux peut passer inaperçue pendant longtemps. Exactement. On ne fait l'inventaire que de loin en loin, à intervalles réguliers d'ailleurs, et personne ne se souvient d'une ordonnance récente comportant l'utilisation de tartrate de morphine. Les 3 employés de la pharmacie avaient les clés des armoires où sont rangés les poisons et les drogues dangereuses. Et ces armoires, on ne les ouvre, en principe, que lorsqu'il en est besoin. En fait, dans les journées chargées, et elles sont la règle, pour simplifier le travail, on ne les ferme que le soir. Indépendamment de Célia, qui avait accès à ces armoires ? Les 2 autres femmes qui travaillent dans le service. Mais elles n'ont rien à voir avec Hickory Road. La première est là depuis 4 ans. L'autre, entrée, il y a quelques semaines seulement, vient d'un hôpital du Devon. Rien à leur reprocher, excellent renseignement. Viennent ensuite les 3 pharmaciens, qui sont à St. Catherine's depuis des années. Avec eux, la liste est close. Il y a bien la vieille femme chargée de l'entretien des parquets. Elle vient tous les matins, de 9 à 10, et elle aurait pu, en choisissant son moment, s'emparer d'une fiole ou d'une autre. Mais elle travaille à St. Catherine's depuis on ne sait combien de temps, et l'hypothèse est bien improbable.
Pour le garçon de laboratoire, c'est la même chose. On ne saurait le soupçonner sans ridicule. Des personnes étrangères au service viennent-elles à la pharmacie ? Je pense bien. Il y a celles qui passent par là pour se rendre au bureau du chef de service. Il y a les courtiers des grandes maisons de produits pharmaceutiques et, naturellement, les gens qui viennent bavarder, les amis ou amies de celui-ci ou de celle-là. Ce n'est pas courant, mais ça arrive. Célia a-t-elle reçu une visite ces jours derniers ? Sharp consulta son calepin. La semaine dernière, le mardi, une certaine Patricia Lane est venue la voir. Elle venait lui demander de l'accompagner au cinéma quand elle quitterait l'hôpital. Elle est restée longtemps, 5 minutes seulement, et elle ne s'est pas approchée de l'armoire au poison. Elle a bavardé avec Célia et une autre fille dans l'encoignure d'une fenêtre. On se souvient aussi d'une autre visite, qui remonte, celle-là, à une quinzaine de jours. Une fille de couleur, très intelligente, paraît-il, qui parlait parfaitement l'anglais et qui a posé toutes sortes de questions sur le travail et pris des notes. Elizabeth Johnston, très probablement, dit Poirot. Qu'est-ce qui l'intéressait plus particulièrement ? C'était un jour de consultation de nourrissons. Elle a demandé comment celle-ci était organisée et comment on soignait, chez les tout-petits, les affections de la peau. Poirot acquiesça de la tête. Pas d'autres visites ? Autant qu'on s'en souvienne, non. Des médecins viennent à la pharmacie ? Sharp sourit. Tout le temps, officiellement ou non, pour se renseigner sur une formule, pour voir les médicaments du stock. Curieux. C'est ce que je me suis dit. Mais il paraît que c'est normal. Quelquefois, ils demandent qu'on leur indique par quelle autre drogue remplacer telle drogue qui ne réussit pas à un de leurs malades. Quelquefois, ils viennent simplement faire un brin de causette. Ceux qu'on voit le plus souvent, ce sont des jeunes qui réclament de l'aspirine pour soigner leur mal de crâne et qui profitent de l'occasion, si cela se trouve, pour flirter un peu avec les demoiselles du service. Les hommes resteront toujours les hommes. Vous savez ce que c'est, et on n'y peut rien. Si je me souviens bien, dit Poirot, certains pensionnaires de Hickory Road sont attachés à St. Catherine's. Il y a un grand roux, Bates, Batman ? Celui-là s'appelle Leonard Bateson. Il y a aussi un nommé Colin McNabb et une jeune fille, Jean Tomlinson, qui travaille dans le service de la physiothérapie. J'imagine qu'ils se sont plus d'une fois rendus à la pharmacie. Bien sûr, et le plus grave, c'est que personne ne saurait dire quand, tellement on a l'habitude de les rencontrer dans les couloirs. Tout le monde les connaît de vue et on ne les remarque plus. Jean Tomlinson, d'ailleurs, serait au mieux avec un des pharmaciens. Poirot poussa un soupir. « Tout ça n'est pas simple. »« Comme vous dites, » s'écria Sharp. « La vérité, voyez-vous, c'est qu'une foule de gens pouvaient aller jeter un coup d'œil dans l'armoire au poison, dire « Pourquoi diable vous encombrez-vous d'une telle réserve d'arsenic ?» ou n'importe quoi du même genre, et se retirer sans attirer l'attention de personne. Après un silence, Sharp reprit. « Nous pensons, monsieur Poirot, que quelqu'un a administré de la morphine à Célia Austin, puis placé dans sa chambre la fiole vide et un message, provenant d'une lettre déchirée, afin de faire croire à un suicide. Bien, mais le mobile du crime, monsieur Poirot. Le mobile. » Poirot ne répondit pas. « Ce matin, poursuivit Sharp, vous m'avez laissé entendre qu'il ne serait pas impossible que quelqu'un eût soufflé à Célia l'idée de commettre des vols. » Poirot déclara, avec un peu d'embarras, qu'il ne s'agissait que d'une vague hypothèse. « Je n'ai dit cela, ajouta-t-il, que parce qu'il me semble que Célia n'était pas assez intelligente pour imaginer ça toute seule. » Alors, de qui l'idée viendrait-elle ? Je ne vois, à Hickory Road, que 3 personnes qui pourraient l'avoir eue. D'abord, Leonard Bateson. Sachant l'intérêt extraordinaire que Colin porte aux inadaptés, il aurait, à seule fin de lui monter un bateau, comme nous disons en français, suggéré à Célia de se faire kleptomane. Je l'imagine très bien lui indiquant ce qu'elle devrait faire. Mais non pas prolongeant la plaisanterie pendant des mois et des mois.
à moins qu'il n'eût eu une raison de le faire, ou qu'il soit très différent de ce qu'il paraît être, une possibilité dont il faut toujours tenir compte. Il y a ensuite Nigel Chapman. Avec la tournure d'esprit assez malicieuse que je lui connais, il aurait trouvé la chose très farce, et je ne pense pas qu'aucun scrupule l'aurait retenu. Il est resté très enfant terrible. Il y a enfin Valérie Hobhouse. C'est une jeune femme très moderne, qui doit avoir lu assez de bouquins de psychologie pour prévoir la réaction probable de Colin. Si elle aimait Colin, il se peut très bien qu'elle ait trouvé excellent de ridiculiser Colin. Sharp nota les 3 noms sur son calepin. « Merci, dit-il. Je me souviendrai de tout cela quand je les interrogerai. Au fait, quid des hindous? Est-ce que l'un d'eux n'est pas étudiant en médecine ?»« Celui-là, répondit Poirot, il ne songe qu'à la politique et il a la manie de la persécution. Célia ne l'intéressait en rien et elle ne l'aurait d'ailleurs pas écouté, s'il lui avait suggéré quoi que ce fût. » L'inspecteur Sharp glissa son carnet dans sa poche. « Vous ne voyez rien d'autre à me dire, monsieur Poirot ? » ?»« Ma foi, non. Je tiens cependant à ajouter que, personnellement, cette affaire m'intéresse. Cela ne vous ennuie pas ? » ?»« Du tout. Pourquoi voudriez-vous ? Je ne suis qu'un amateur. Mais je vous aiderai dans la mesure où je le pourrai. Pour moi, voyez-vous, votre ligne de conduite est tracée. »« Et qu'est-ce que je dois faire ?» Poirot soupira. « La conversation, mon cher ami, pas autre chose. Tous les assassins qu'il m'a été donné de rencontrer adoraient parler. Le silencieux tue rarement et, quand ça lui arrive, son crime est simple, violent, évident. Au contraire, le meurtrier qui se croit malin est si content de lui que, tôt ou tard, il bavarde et se trahit. Parlez aux gens, mon cher Sharp. Ne vous contentez pas de les interroger. Demandez-leur comment ils voient les choses. Dites-leur que leurs avis vous sont précieux, que vous aimeriez... Mais, sapristi, je ne voudrais pas avoir l'air de vous apprendre votre métier. Je suis mieux placé que personne pour savoir ce que vous valez. Sharp sourit gentiment. Merci. Vous avez raison. L'amabilité paie. Je m'en suis souvent aperçu. Poirot lui rendit son sourire. Les 2 hommes se comprenaient. En somme, reprit Sharp, il n'en est pas un, ou une, qui ne soit un assassin possible. C'est assez mon opinion, répondit Poirot, sans élever la voix. Prenez Bateson, par exemple. Il se met facilement en colère, et il ne se contrôle plus. Valérie Hobhouse est intelligente et très capable de mettre sur pied une machination fort astucieuse. Nigel Chapman est un grand gosse qui manque de bon sens. La petite Française est de ces gens que je vois fort bien commettre un crime s'il doit leur rapporter suffisamment d'argent. Patricia Lane est du type maternel, un modèle toujours dangereux. Sally Finch, l'américaine, est gaie et heureuse de vivre, mais je la crois capable de jouer un rôle beaucoup mieux que d'autres. Jean Tomlinson est la douceur même, et elle donne l'impression d'être franche et loyale. Mais nous avons tous connu des assassins qui allaient à l'église, où ils donnaient l'exemple de la piété et des vertus chrétiennes. Elizabeth Johnston, l'antillaise, est probablement le cerveau le plus remarquable de la maison. Seulement, chez elle, le cœur ne vient qu'en second. C'est toujours inquiétant. Le jeune Africain, il peut avoir, pour tuer, des mobiles que nous ne soupçonnerons jamais. Quant à Colin McNab, sa spécialité, c'est la psychologie, ou, mieux, la psychiatrie. Des psychiatres, à qui l'on pourrait dire « Psychiatre, commence donc par te soigner toi-même. » Vous en connaissez autant que moi. Il ne manque pas. Sharp se passa la main sur le front. « Mon cher Poirot, la tête me tourne. Il n'y a donc personne qui ne soit capable de tuer ?» « Je me le suis souvent demandé, » dit Hercule Poirot. Chapitre 9. L'inspecteur Sharp soupira, se renversa dans son fauteuil et s'épongea le front avec son mouchoir. Il s'était déjà entretenu avec une petite Française, indignée et larmoyante, avec un jeune Français, arrogant et secret, avec un solide Hollandais,
qu'il avait regardé d'un très mauvais œil, et enfin avec un Égyptien, volubile et agressif. Il avait échangé quelques mots rapides avec 2 Turcs et un Irakien, qui n'avaient manifestement pas compris ce qu'il leur disait. Aucun d'eux, il en était convaincu, n'était pour quoi que ce fût dans l'assassinat de Celia Austin, et il ne savait rien. Il les avait congédiés avec des paroles rassurantes, et il s'apprêtait maintenant à faire de même avec M. Akibombo. Souriant de toutes ses dents blanches, le jeune Africain le regardait. Il y avait, dans ses yeux, comme une douceur enfantine et de la tristesse. « Je voudrais vous rendre service, disait-il. Miss Celia était très gentille pour moi, très gentille. Une fois, elle m'avait donné une boîte de bonbons qui venaient d'Édimbourg, des bonbons excellents que je ne connaissais pas encore. Qu'elle soit morte comme ça, c'est bien triste. Peut-être a-t-elle été tuée par des parents à elle, qui auraient entendu dire qu'elle se conduisait mal. » L'inspecteur Sharp lui donna l'assurance que l'hypothèse ne pouvait être envisagée. « Alors, reprit le jeune Africain d'un air sombre, je ne vois pas ce qui a pu se passer. Personne ici ne lui voulait du mal. » Il hésita une seconde, puis il ajouta « Si vous me donniez une mèche de ses cheveux, ou quelques rognures d'ongles, je pourrais essayer de trouver son assassin avec les méthodes de mon pays. Elles ont fait leurs preuves. »« Je vous remercie, monsieur Akibombo, mais je ne crois pouvoir accepter votre offre. Nous sommes tenus de suivre certaines règles. »« Je comprends parfaitement. Ces méthodes ne sont pas modernes, et même chez moi, les policiers les ignorent et les abandonnent aux tribus qui vivent dans la forêt. Les vôtres sont, j'en suis sûr, très supérieures et beaucoup plus efficaces. » Monsieur Akibombo partit, l'inspecteur reçut Nigel Chapman. Celui-ci semblait tout disposé à diriger la conversation. « Une affaire bien singulière, dit-il. C'est bien votre avis ? Notez que je me doutais que vous faisiez fausse route quand vous déclariez qu'il s'agissait d'un suicide. Je dois ajouter que je suis assez content maintenant qu'elle ait chargé son stylo avec mon encre verte. Cela, l'assassin ne pouvait pas le prévoir. J'imagine que vous avez examiné les différents mobiles qui peuvent expliquer ce crime. » Sharp rappela au jeune homme que, dans les entretiens de ce genre, c'est le policier qui pose les questions. « Bien sûr, répondit Nigel. J'essayais simplement de déblayer le terrain pour gagner du temps. Mais je vois que nous devons nous en tenir à la routine ordinaire. Soit. Je m'appelle Nigel Chapman. Âge 22 ans. Né à Nagasaki. Pas banal, hein ? Ce que mes parents pouvaient faire par là à l'époque, je n'en ai pas la moindre idée. Je suppose qu'ils faisaient le tour du monde. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas japonais pour autant. Je suis étudiant et je m'intéresse tout particulièrement à l'âge de bronze et à l'histoire médiévale. Ai-je oublié quelque chose ? L'adresse de votre famille ? Néant, cher monsieur. J'ai un paternel, mais nous nous sommes brouillés et son adresse n'est donc plus la mienne. On me joint au 26 Hickory Road, ou par l'intermédiaire de la Coast Bank, agence de Leadenhall Street. Il y avait dans l'attitude du jeune homme une désinvolture qui n'allait pas sans quelque impertinence. Cette comédie, pour lui sans nouveauté, n'abusait pas l'inspecteur. Il savait ce qu'elle prétendait cacher. Nigel essayait de donner le change. Il redoutait d'être interrogé sur des faits précis. « Celia Austin, demanda Sharp. Vous la connaissiez bien ? » Il ne m'est pas facile de vous répondre. Je la connaissais très bien, en ce sens que je la voyais tous les jours et que nous étions en excellents termes. Mais, en réalité, je ne savais rien d'elle. Elle ne m'intéressait pas, je l'avoue, et je crois bien que je ne lui étais qu'à moitié sympathique. Pourquoi donc ? Surtout, j'imagine, parce qu'elle ne goûtait guère ma tournure d'esprit. Je n'ai pas le sérieux d'un Colin McNab, ni sa rudesse. Pour séduire les femmes, il n'est pas mauvais de les malmener un peu. Quand avez-vous vu Celia Austin pour la dernière fois ? Hier soir, au dîner. Nous avions décidé, vous le savez, de nous montrer très gentils pour elle. À la fin du repas, Colin s'est levé et, non sans embarras, nous a annoncé qu'ils étaient fiancés. Vous étiez encore à table ? Oui. Quand nous avons gagné le living room, Colin ne nous a pas suivis. Il sortait.
C'est dans le living-room que vous avez pris le café. Si le breuvage en question mérite le nom de café, oui. Célia Austin en a bu? Je crois. Je ne l'ai pas remarqué, mais c'est probable. Ce n'est pas vous, par hasard, qui lui auriez remis sa tasse de café. Fichtre, savez-vous que vous dites ça avec un si drôle d'air que j'en viens à me demander si, effectivement, ce n'est pas moi qui lui ai mis sa tasse de café dans les mains, après y avoir, bien entendu, versé de la strychnine, ou je ne sais quel autre poison violent. C'est ce qu'on appelle, je crois, de la suggestion hypnotique. À vrai dire, monsieur Sharp, je ne me suis pas un instant approché de Célia et, franchement, je ne sais même pas si elle a pris du café ou non. J'ajouterai, que vous me croyez ou non, que je n'étais pas amoureux de Célia et que l'annonce de ses fiançailles n'a éveillé en moi aucune idée homicide. Je n'insigne rien de tel, dit doucement M. Sharp. Ou je me trompe beaucoup, ou il ne s'agit pas d'un crime passionnel. Il reste que quelqu'un voulait se débarrasser de Célia. Pourquoi ? C'est la question que je me pose, inspecteur, et la réponse m'échappe. Célia était de ces filles qu'on peut dire inoffensives, un peu lentes d'esprit, un peu embêtantes, mais gentilles, et pas du tout de ces femmes qui se font assassiner. Avez-vous été surpris quand vous avez appris qu'elle s'était rendue coupable de toutes sortes de menus larcins ? Mon cher monsieur, vous m'auriez renversé d'une pichonnette. Ça lui ressemblait si peu. Ces vols, elle ne les aurait pas commis à votre instigation. Nigel regarda l'inspecteur d'un air stupéfait. À mon instigation ? Et pourquoi l'aurais-je incité à voler ? Ce serait justement la question. Il y a des gens qui ont de l'humour, une conception très particulière. Je suis peut-être stupide, inspecteur, mais je n'ai jamais rien trouvé d'amusant à ces vols. Pour vous, une plaisanterie, c'est autre chose ? Sans doute. Je n'ai jamais cru qu'il s'agissait d'une plaisanterie. À mon avis, l'explication de ces vols était toute psychologique. Autrement dit, Célia Austin était kleptomane ? Je ne vois pas d'autre explication. Peut-être, monsieur Chapman, parce que vous en savez moins long que moi sur la kleptomanie. C'est possible. Vous ne pensez pas qu'il se pourrait que quelqu'un eût poussé Miss Austin à voler, à seule fin d'amener monsieur Mac Nabbs à s'intéresser à elle ? Une lueur malicieuse passa dans les prunelles de Nigel. Ça, inspecteur, c'est très vraisemblable. Et tel que je le connais, le brave Colin aurait marché, comme un seul homme. Après 2 secondes de réflexion, il ajouta, comme à regret. Seulement, cette combinaison-là, Célia ne l'aurait pas acceptée. Elle était toquée de Colin, et elle n'aurait jamais voulu le rendre ridicule. Autre chose, monsieur Chapman, cette encre répandue sur les papiers de Miss Johnstone, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout ce que je puis dire, inspecteur, c'est que si vous croyez que c'est moi le coupable, vous vous trompez. Les apparences sont contre moi parce qu'il s'agit d'encre verte, mais c'est parce que le véritable coupable l'a voulu. Jalousie, simplement. Jalousie ? Ou envie, si vous préférez. Il y en a pas mal dans cette maison. Le regard de l'inspecteur chercha celui de Nigel. Que voulez-vous dire par là ? Nigel se déroba. Rien, sinon que, lorsqu'un certain nombre de personnes vivent ensemble, les actes des uns et des autres manquent souvent d'élégance. Len Bateson, avec qui Sharp s'entretint ensuite, était moins à l'aise encore que Chapman. Mais sa gêne se traduisait de façon tout autre. Il se tenait sur une réserve prudente, avec des réactions assez vives. « Soit, dit-il brusquement, quand on en vint aux questions sérieuses. « C'est moi qui ai servi son café à Célia, moi aussi qui lui ai porté sa tasse. Et après ?»« Vous me dites bien, monsieur Bateson, que c'est vous qui avez versé à Miss Austin le café qu'elle a bu, hier après le dîner ? » ?»« Oui, j'ai empli sa tasse, et je l'ai posée à côté d'elle. Croyez-le ou ne le croyez pas, il n'y avait pas de morphine dedans. » « Ce café, vous l'avez vu le boire ? » « Non, nous étions plusieurs à circuler dans la pièce, et en fait,
Je n'ai pas vu Célia boire son café. Il y avait plusieurs personnes autour d'elle. Ce qui revient à dire que, d'après vous, n'importe laquelle de ces personnes aurait pu mettre de la morphine dans sa tasse. Essayez donc de faire ça, tout le monde vous verra. Pas nécessairement. Len haussa le ton. Mais pourquoi diable aurais-je voulu empoisonner cet enfant? Je n'avais rien contre elle. Je n'ai pas dit que vous aviez voulu l'empoisonner. Il s'agit d'un suicide. Il n'y a pas d'autre explication. Je le croirais s'il n'y avait pas ce billet maquillé qu'elle a laissé. Maquillé? Il est de sa main, non? Il est de sa main, mais, originairement, il faisait partie d'une lettre qu'elle avait écrite, très tôt dans la matinée. Pourquoi n'aurait-elle pas elle-même transformé un morceau de cette lettre en « Soyons sérieux, monsieur Bateson. Quand on veut se suicider et laisser un billet d'adieu, ce billet, on l'écrit. On ne le prélève pas sur une lettre qu'on voulait faire parvenir à quelqu'un. Ça peut arriver. Il y a des gens bizarres. Alors, où est le reste de la lettre? Comment voulez-vous que je le sache? Trouvez-le. C'est votre travail, pas le mien. Je ne l'ignore pas, monsieur Bateson. Mais sans doute auriez-vous intérêt à répondre poliment à mes questions. Que voulez-vous savoir? Cette petite, je ne l'ai pas tuée, et je n'avais aucune raison de la tuer. Elle vous était sympathique? Len Bateson s'adoucit. Je l'aimais bien. C'était une bonne gosse. Pas très intelligente, mais gentille. Quand elle vous avoua avoir commis les vols qui intriguaient tout le monde depuis quelque temps, vous l'avez cru? Oui, mais ça m'a paru curieux. Vous ne la croyez pas capable de ça? Sincèrement, non. Moins acerbe maintenant qu'il n'avait plus l'impression d'être accusé et qu'il s'agissait d'un problème qui manifestement l'intriguait, Léonard ajouta « Elle ne me paraissait être ni une kleptomane, ni une simple voleuse. » Et vous ne voyez pas, à ces vols, une autre explication possible? Vous en connaissez une? Elle pourrait ne les avoir commis que pour attirer l'attention de M. Colin McNab. Bien aléatoire, vous ne croyez pas? Peut-être, mais M. McNab a fini par s'occuper d'elle. C'est exact. Quand un cerveau ne tourne pas rond, il passionne Colin. Vous voyez? Que Célia Austin ait été au courant de ça. Len secoua la tête. Là, vous vous trompez. Jamais Célia n'aurait été capable d'un tel calcul. Pour dresser un tel plan de campagne, il fallait savoir des choses qu'elle ignorait. Mais que vous savez, vous? Que voulez-vous dire? Simplement que, pour rendre service à Miss Austin, vous auriez pu lui indiquer comment manœuvrer. Len eut un petit rire. Vous croyez ça? Ce n'est pas possible, vous êtes fou. L'inspecteur ne releva pas l'insolence et passa à autre chose. Pensez-vous que c'est Célia Austin qui a versé de l'encre sur les papiers de Miss Johnston, ou croyez-vous que c'est quelqu'un d'autre? Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Célia m'a dit que ce n'était pas elle, et je l'ai cru. Célia n'avait jamais eu à se plaindre de Bess. D'autres, au contraire. À se plaindre? À quel propos? Bess est quelquefois terriblement vexante. Que quelqu'un hasarde une opinion un peu aventurée et, sans hésitation, l'interpellant d'un bout à l'autre de la table, elle lui dira d'une voix brève « J'ai bien peur que vous ne soyez en contradiction avec les faits. Les statistiques prouvent, etc., etc. » À la longue, c'est exaspérant. Nigel Chapman, qui parle souvent à tort et à travers, en sait quelque chose. Nigel Chapman, ce serait lui, le coupable? C'est à tout le moins une possibilité. Il est assez rancunier et, de plus, il n'aime pas les gens qui n'ont pas la peau blanche. Les mises au point de Miss Johnston ont-elles agacé d'autres personnes encore? Colin McNab les supportait assez mal et, une fois ou deux, Jean Tomlinson a protesté avec énergie. Après quelques dernières questions, qui ne devaient rien lui apprendre, Sharp rendit sa liberté à Len Bateson et fit entrer Valérie Hobhouse. Élégante, réservée, gardant ses distances, Valérie Hobhouse
montrait beaucoup moins de nervosité que les hommes qui l'avaient précédée. Elle dit qu'elle aimait bien Célia, que celle-ci n'était pas d'esprit particulièrement vif et qu'il y avait quelque chose de touchant dans son adoration pour Colin McNab. « Croyez-vous, Miss Hobson, qu'elle était kleptomane ? » ?»« Je le pense, mais c'est un sujet dont, à vrai dire, je ne sais rien. » »« Aurait-elle pu commettre ces vols à l'instigation de quelqu'un ? » Valérie haussa les épaules. « Afin d'attirer l'attention de cet âne prétentieux de Colin ? C'est ce que vous voulez dire ? » ?»« Vous saisissez vite, Miss Hobhouse. Et c'est bien là ma pensée. Ce n'est pas vous, par hasard, qui l'auriez poussée à faire ce qu'elle a fait ? » Elle sourit, amusée. « Moi ? Vous oubliez, mon cher monsieur, qu'elle a mis en morceaux une écharpe à laquelle je tenais beaucoup. » »« Le conseil de voler, quelqu'un d'autre aurait-il pu le lui donner ? » ?»« J'en doute. Elle volait parce que c'était dans sa nature. » »« C'était dans sa nature ? » ?»« J'ai commencé à la soupçonner quand le soulier de balle de Sally a disparu. Célia était jalouse de Sally Finch, qui est de loin la plus jolie fille qu'il y ait ici. Colin s'occupait beaucoup d'elle. Et la pauvre Sally était bien mortifiée, ce soir-là, d'être obligée de sortir avec de vieilles chaussures noires. Célia, cependant, avait l'air d'une chatte buvant du lait. J'ajoute que je n'aurais jamais pensé que c'était elle qui avait volé le bracelet et le compact. Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'aurais plutôt soupçonné une des femmes de ménage. Et pour le sac à dos qui a été lacéré ? Je l'oubliais. Ça, c'est inexplicable. Il y a longtemps que vous êtes ici, Miss Hobhouse ? Oui, je dois être la plus ancienne pensionnaire de la maison. Je suis ici depuis 2 ans et demi. Vous connaissez donc l'endroit mieux que quiconque. Je le croirais volontiers. Que pensez-vous de la mort de Célia Austin ? Avez-vous une idée sur le mobile du crime ? Le visage de Valérie devint grave. Aucune, dit-elle. C'est horrible. Je ne vois pas qui veut avoir voulu la mort de Célia. Elle était gentille, bien inoffensive au fond. Elle venait de se fiancer et... Valérie n'achevait pas sa phrase. Sharp la pressa de poursuivre. « Eh bien, reprit-elle, je me demande si ce n'est pas justement parce qu'elle venait de se fiancer qu'on l'a tuée. Parce qu'elle allait être heureuse. Seulement, cela suppose que l'assassin est fou. » Elle avait dit le dernier mot d'une voix tremblante. L'inspecteur la regarda, songeur, puis il dit « La folie n'est pas exclue. Croyez-vous que c'est Célia Austin qui a versé de l'encre sur les papiers d'Elizabeth Johnston ? » ?»« Non, jamais elle n'aurait fait ça. »« Alors qui ? Vous avez une idée ? » ?»« Raisonnable, non. »« Et déraisonnable ? » ?»« Je crois quelque chose. Une simple intuition. Ça ne peut pas vous intéresser. »« Pourquoi non, si je la considère comme telle ? Je vous écoute. »« Je me trompe sans doute. Mais j'ai idée que la coupable, c'est Patricia Lane. »« Vous m'étonnez, car ce n'est certainement pas à elle que j'aurais pensé. Patricia Lane me paraît une jeune fille fort aimable et très équilibrée. »« Je ne l'accuse pas. Je dis simplement que ce pourrait être elle. »« Mais pourquoi ? » Patricia déteste Black Bess parce que celle-ci a plus d'une fois démontré à Nigel qu'il parlait de choses qu'il connaissait mal ou pas du tout. Quand on touche à son cher Nigel, Patricia ne se connaît plus. Vous ne croyez pas que Nigel aurait pu lui-même ? Certainement pas. Lui, il s'en fiche. Et de plus, il ne se serait pas servi de son encre verte. Il est bien trop intelligent. Patricia, qui n'est qu'une sotte, aurait, elle, très bien pu prendre cette encre, sans penser une seconde que les soupçons porteraient automatiquement sur son cher Nigel. Pourquoi le coupable ne serait-il pas quelqu'un qui n'aime pas Nigel et qui, justement, désirait l'incriminer ? C'est une autre possibilité. Voyez-vous quelqu'un à qui Nigel n'est pas particulièrement sympathique ? Jean Tomlinson, d'abord. Et puis Len Bateson, avec qui il se dispute sans arrêt. Sur la façon dont Miss Austin a été empoisonnée, avez-vous une idée, Miss Hobhouse ?
J'y ai longuement réfléchi. Je suppose que c'est dans son café qu'on a mis la morphine. Nous étions tous dans le living room, allant et venant, comme toujours après le dîner. La tasse de Célia était sur une petite table, à côté d'elle, et elle attendait toujours qu'il fût froid pour boire son café. À condition de posséder le sang-froid nécessaire, n'importe qui, je crois, pouvait laisser tomber une pilule de poison dans la tasse de Célia. Mais l'entreprise comportait des risques. On pouvait facilement être vu. Il ne s'agissait pas d'une pilule. Ah, c'était de la poudre, alors ? Oui. Valérie fronça le sourcil. Cela devait compliquer les choses, n'est-ce pas ? Le poison ne pouvait être administré que dans cette tasse de café. Quelquefois, avant de monter se coucher, Célia prenait un verre de lait chaud, mais il ne me semble pas qu'elle en ait pris un hier. Pouvez-vous me dire exactement comment s'est passée la soirée dans le living room ? Comme je vous l'ai dit, nous étions tous là, à bavarder. Quelqu'un a mis la radio en marche. La plupart des garçons, il me semble, sont sortis. Célia s'est retirée de bonne heure. De même que Jean Tomlinson. Sally et moi, nous avons veillé assez tard. Je faisais du courrier, Sally travaillait sur ses notes. Je crois qu'elle a été la dernière à monter. Bref, une soirée comme les autres. Exactement, inspecteur. Je vous remercie, Miss Hobhouse. Voulez-vous m'envoyer Miss Lane ? Patricia Lane répondit avec bonne grâce aux premières questions de l'inspecteur et déclara que c'était très certainement Célia qui avait versé de l'encre sur les papiers d'Elizabeth Johnston. Vous savez, Miss Lane, qu'elle s'en est vigoureusement défendue ? Naturellement. Que pouvait-elle faire d'autre ? C'était un acte dont elle avait honte. Mais il va avec le reste. Si je vous disais, Miss Lane, que, dans cette affaire, tout me paraît étrange. Patricia rougit. Vous pensez sans doute que c'est Nigel qui a saccagé les notes de Bess, parce qu'on s'est servi d'encre verte. Mais ça ne tient pas debout. D'abord, parce que Nigel n'aurait pas été assez bête pour ne pas prendre une autre encre que la sienne. Et ensuite, et surtout, parce qu'il n'aurait jamais fait ça. Je crois savoir qu'il ne s'est pas toujours bien entendu avec Miss Johnston. Elle a eu l'air, à 2 ou 3 reprises, de lui faire la leçon. Mais il ne lui en a jamais vraiment voulu. Il est au-dessus de ça. S'animant, elle poursuivit. À propos de Nigel Chapman, inspecteur, il y a quelques petites choses que je voudrais vous dire. Nigel, voyez-vous, n'a qu'un véritable ennemi. Et c'est lui-même. Je suis la première à reconnaître qu'il n'est pas toujours commode et que ses manières lui font du tort. Il est brutal, volontiers ironique et toujours prêt à se moquer des gens, ce qui n'est pas pour lui conquérir des amis. Mais, en réalité, il est bien différent de ce qu'il paraît être. C'est un timide qui voudrait se faire aimer et qui, si surprenant que cela puisse sembler, se trouve toujours dire et faire le contraire de ce qu'il souhaiterait. Pas de chance, vraiment. Je vous l'accorde, mais il n'y peut rien. Cela vient de ce qu'il a eu une enfance malheureuse. Son père était très dur, très sévère, et il ne l'a jamais compris. Après la mort de sa mère, Nigel a fui la maison pour n'y plus revenir. Il avait eu une dispute terrible avec son père, lequel lui a dit qu'il n'avait plus à compter sur lui et qu'il ne l'aiderait en aucune façon. Nigel, d'ailleurs, n'accepterait rien de lui. Sa mère lui a laissé un peu d'argent et il n'a jamais revu son père, à qui il n'écrit pas. Sans doute, tout cela est assez triste, mais il est certain que le père de Nigel est un homme impossible. Quant à Nigel, on ne peut s'étonner qu'il soit amer et d'un commerce difficile. Depuis la mort de sa mère, personne ne s'est occupé de lui. Il est très intelligent, mais sa santé n'est pas des meilleures. Il ne lutte pas avec les autres à armes égales, et l'homme qu'il est véritablement, nul ne peut le savoir. Patricia Lane se tut. L'inspecteur Sharp la regardait pensivement. Des Patricia Lane, il en avait déjà rencontré. Elle aimait Nigel, qui ne se souciait vraisemblablement pas d'elle, mais qui acceptait de se laisser dorloter.
Son père devait être un type sans intérêt, et la mère avait dû gâter l'enfant, comme une sotte qu'elle était sans doute. Nigel avait-il été sensible au charme de Celia Austin ? C'était peu probable, mais pourtant possible. Dans cette hypothèse, on pourrait supposer que Patricia Lane avait été durement touchée. Assez pour souhaiter la mort de Celia ? Sûrement pas. D'ailleurs, l'annonce des fiançailles de Celia avec Colin McNabb l'aurait rassurée. Elle n'avait aucune raison de tuer Celia. Sharp remercia Patricia Lane et fit introduire Jean Tomlinson. Chapitre 10. Miss Tomlinson était, à 27 ans, une jeune femme d'aspect sévère. Des cheveux blonds, des traits réguliers, mais la bouche pincée. Elle s'assit et prit un ton affecté pour demander à Sharp ce qu'il attendait d'elle. « À vrai dire, répondit l'inspecteur, je n'en sais rien. Peut-être n'avez-vous rien à m'apprendre sur cette tragique affaire. » Elle est, en tout cas, fort désobligeante. Elle l'était déjà quand nous pensions qu'il s'agissait d'un suicide, mais maintenant qu'on a l'air de croire que ce pourrait être un meurtre. Elle n'acheva pas sa phrase et secoua la tête avec tristesse. Nous sommes à peu près sûrs que Celia ne s'est pas empoisonnée. Vous savez d'où provenait le poison ? Du St. Catherine's Hospital, à ce qu'il paraît. C'était là qu'elle travaillait, et cela semble bien indiquer qu'il n'y a pas eu meurtre, mais suicide. C'est très certainement ce qu'on a voulu faire croire. Mais Celia excepté, qui pouvait mettre la main sur ce poison ? Des tas de gens, à condition de le vouloir. Et même vous, Miss Tomlinson. Il aurait suffi que ce fût votre idée. Vraiment, inspecteur, une telle supposition ? Sous le coup de l'indignation, la voix de Jean Tomlinson grimpait à l'aigu. Je ne crois pas me tromper, Miss Tomlinson, en disant qu'il vous est souvent arrivé de vous rendre à la pharmacie de l'hôpital. J'y suis allée pour voir Mildred Carey, c'est exact. Mais jamais l'idée ne m'a seulement effleuré de toucher à ce qui se trouve dans l'armoire au poison. Mais vous auriez pu le faire. Certainement pas. Voyons, Miss Tomlinson, votre amie est occupée, vous êtes seule dans la pièce, ne me dites pas que vous n'auriez pas pu vous approcher de l'armoire et subtiliser quelques fioles de poison sans être vue. Vos propos, inspecteur, me sont très désagréables. C'est là une accusation fort déplaisante. Mais je ne vous accuse pas, Miss Tomlinson. Vous ne me comprenez pas. Vous me dites que vous n'auriez pu toucher à l'armoire au poison. J'essaie de vous montrer que vous auriez parfaitement pu, que ça vous était possible. C'est tout. Je n'accuse pas et je n'insinue rien. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air de vous en douter, inspecteur. J'étais l'amie de Celia. Bien des gens ont été empoisonnés par leur meilleur ami. Je vous l'accorde, mais Celia et moi, nous nous entendions très bien. Je l'aimais beaucoup. Avant que cela ne fût découvert, aviez-vous eu quelque raison de supposer qu'elle était responsable des vols commis dans cette maison ? Pas la moindre. Jamais je n'ai été plus surprise que ce jour-là. Jamais je n'aurais cru Celia capable d'un acte malhonnête. Les kleptomanes, il est vrai, sont poussés par une force contre laquelle ils ne peuvent rien. Sharp guettait la réaction de la jeune femme. Elle fut celle qui l'attendait. Je ne saurais dire, inspecteur, que je partage cette façon de voir. J'ai peut-être des idées de l'ancien temps, mais pour moi, voler, c'est voler. Vous pensez donc que Celia volait simplement parce qu'elle était malhonnête ? J'en ai peur. Triste. Oui, on a toujours de la peine quand quelqu'un vous déçoit. Si je suis bien informé, on s'est, à un certain moment, demandé si l'on alerterait la police ou non. Oui, on ne l'a pas fait, et, à mon sens, on a eu tort. Admettre de telles excuses, je considère que c'est une erreur. Vous voulez dire qu'un voleur doit être traité comme tel, même s'il se dit kleptomane ? C'est assez ça. Alors que, dans le cas qui nous occupe, tout finissait le mieux du monde.
les cloches s'apprêtant à sonner pour le mariage de Miss Austen. Jean Tomlinson sourit. Avec Colin McNab, il faut s'attendre à tout. C'est un athée, j'en suis sûre. Il se moque de tout le monde. Il est désagréable, brutal et, pour moi, communiste, par-dessus le marché. Fâcheux. Sharp hocha la tête. S'il a pris la défense de Célia, poursuivit la jeune femme, c'est, je crois, parce qu'il a sur la propriété des idées détestables. Pour lui, ce dont on a envie, on le prend. Quoi qu'il en soit, Miss Austen a avoué. Après avoir été démasquée, oui, elle a avoué. Démasquée par qui? Par ce monsieur qui est venu ici, Poirot, je crois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Miss Tomlinson? Il s'est contenté de conseiller d'appeler la police. Il avait dû lui donner à entendre qu'il savait tout. Comprenant qu'elle était découverte, elle s'est empressée de tout avouer. Quid de l'encre renversée sur les papiers de Miss Johnstone? A-t-elle reconnu que, là encore, elle était coupable? Je l'ignore, mais je le crois. En ce cas, vous vous trompez. Elle s'est vivement défendue d'être pour rien là-dedans. Peut-être disait-elle vrai, c'est un méfait que je ne lui aurais pas imputé. Vous auriez plutôt songé à Nigel Chapman? Non, mais à monsieur Akibombo. Ah, et quel sentiment l'avait poussé? La jalousie. Ces gens de couleur se jalousent terriblement et ils sont très impulsifs. Ce que vous dites là est fort intéressant, Miss Tomlinson. Quand avez-vous vu Célia Austen pour la dernière fois? Vendredi soir, après le dîner. De vous deux, qui s'est retirée la première? Vous ou elle? Moi. Après avoir quitté le living room, vous n'êtes pas allé la voir dans sa chambre? Non. Et vous n'avez aucune idée de la façon dont la morphine a pu être mise dans son café, si c'est ainsi que le poison lui a été administré? Aucune. Avez-vous jamais vu de la morphine dans la maison, ici ou là? Non. Enfin, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Vous n'êtes pas sûr? C'est à cause de ce pari idiot. De quel pari parlez-vous? Un pari qui avait suivi une discussion entre 2 ou 3 garçons. Une discussion portant sur quoi? Sur l'assassinat par le poison. Et qui y avait pris part? Colin et Nigel, d'abord, puis Len Bateson. Patricia était là, elle aussi. Cette discussion, pourriez-vous me dire, aussi exactement que possible, ce qu'elle fut? Jean Tomlinson s'accorda un instant de réflexion. Autant que je m'en souvienne, dit-elle, ils avaient commencé par parler des crimes commis par le poison, et on avait prétendu que la difficulté était de se procurer le poison, et que, généralement, on trouvait l'assassin en recherchant qui lui avait vendu la drogue, ou les facilités qu'avait tel ou tel suspect pour en obtenir. Là-dessus, Nigel déclara que c'était là des balivernes, et qu'il connaissait au moins 3 façons différentes de mettre la main sur du poison, sans que personne pût deviner comment. Len Bateson lui ayant dit qu'il divaguait, Nigel répliqua qu'il était prêt à faire la preuve de ce qu'il avançait. Pat, naturellement, lui donna raison. Elle dit que Len et Colin pouvaient, dans un hôpital, se procurer tout le poison dont ils avaient envie, et qu'il en allait de même pour Célia. Nigel protesta que ce n'était pas cela qu'il avait voulu dire, ajoutant que si Célia, par exemple, subtilisait à la pharmacie une fiole de poison, cette disparition finirait tôt ou tard par être remarquée. Pat ergota, on pouvait prendre un flacon, le vider et remplacer le liquide manquant par un autre. Nigel répliqua que la discussion s'égarait, qu'il ne parlait pas de quelqu'un ayant, à un titre quelconque, accès à quelque armoire au poison, et qu'il affirmait que, bien que n'étant ni médecin ni pharmacien, il se faisait fort d'entrer en possession de 3 poisons différents par 3 méthodes différentes. Len Bateson lui demanda lesquels. « Je ne les dirai pas, répondit Nigel, mais je suis prêt à parier que, dans un délai de 3 semaines, j'apporterai ici des échantillons de 3 poisons mortels. » Là-dessus, Len Bateson déclara qu'il parierait volontiers 5 livres que, ces échantillons, on ne les verrait jamais. Et alors? Ma foi, les choses en restèrent là, je crois bien.
Et puis, un beau soir, Nigel entra dans le living room en disant « Comme vous pouvez le constater, les gars, je tiens parole. » Il vida ses poches. Il avait un tube de comprimé d'hyoscyamine, un petit flacon de digitaline et un autre contenant du tartrate de morphine en poudre. Ce dernier flacon portait une étiquette. Oui, il provenait du St. Catherine's Hospital. Je m'en souviens parce que, naturellement, cette étiquette m'a tiré l'œil. D'où venait le reste? Je l'ignore. Que s'est-il passé ensuite? On a bavardé et plaisanté. Len Bateson a fait observer à Nigel que sa culpabilité serait vite établie s'il venait à utiliser l'un quelconque de ses poisons pour tuer quelqu'un. « Erreur, répondit Nigel. Je suis un vulgaire civil, moi. Je ne suis pas en relation avec les cliniques et les hôpitaux. On ne penserait pas à moi, et on ne me trouverait pas, car ces poisons, je ne les ai pas achetés. » Colin McNabb retira sa pipe de sa bouche pour dire qu'il n'en doutait pas, pour la bonne raison que pas un pharmacien ne lui aurait délivré sans ordonnance des drogues si dangereuses. Pour finir, Len Bateson reconnut qu'il avait perdu son pari et annonça qu'il payerait, demandant seulement que Nigel lui fît crédit quelque temps, attendu qu'il était fauché. Restait à savoir comment on allait se débarrasser de ces poisons encombrants. On jeta les comprimés d'hyoscyamine et la poudre de tartrate de morphine dans le feu. Quant à la teinture de digital, on la vida dans les cabinets. Que sont devenus les flacons? Je n'en sais rien. Je suppose qu'on les aura jetés. Les poisons ont bien été détruits? Sans aucun doute, j'étais présente. Et quand tout cela s'est-il passé? Il y a tout juste 15 jours, si je me souviens bien. Je vous remercie, Miss Tomlinson. Jean se dirigea à regret vers la porte. Visiblement, elle avait espéré mieux. Ce que je vous ai dit, c'est important? Peut-être, répondit Sharp. On ne sait jamais. La jeune femme sortit, l'inspecteur réfléchit quelques instants, puis il fit revenir Nigel Chapman. Miss Tomlinson, lui dit-il, vient de me raconter des choses qui ne sont pas dépourvues d'intérêt. Et à qui cette chère Jean a-t-elle décoché ces flèches empoisonnées? À moi? Le fait est, monsieur Chapman, que nous avons parlé de poison, et que vous étiez en cause. Moi? Vous avez bien, il y a peu, fait un pari avec monsieur Bateson? Le visage du jeune homme s'éclaira d'un sourire. C'est de ça qu'il s'agit? Vous me rassurez. Curieux que je n'ai pas pensé à ça. Je ne me rappelais même pas que Jean était là. Ça vous intéresse, cette histoire-là? Qui sait? Vous ne contestez pas le fait? Bien sûr que non. On discutait. Colin et Len prenaient des airs supérieurs et affirmaient avec tant d'assurance que je leur ai dit que n'importe qui, avec un peu d'ingéniosité, pouvait mettre la main sur des quantités de poison fort appréciables, que je connaissais au moins 3 façons de me procurer des drogues dangereuses et que j'étais tout prêt à leur prouver que je ne bluffais pas. Ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait. Comment avez-vous procédé? Chapman pencha la tête sur le côté pour regarder Sharp. Est-ce que vous ne me demandez pas là, inspecteur, de témoigner contre moi-même? Et la loi ne vous fait-elle pas, en ce cas, une obligation de me prévenir que j'ai le droit de ne pas répondre? Nous n'en sommes pas là, monsieur Chapman, mais en fait, je ne saurais vous forcer à parler si vous jugez préférable de vous taire. Je ne crois pas que je veuille ne rien dire. Un sourire au bord des lèvres, il réfléchit quelques secondes, puis il dit « Sans doute, j'ai agi de façon très répréhensible et vous pourriez fort bien me coffrer. Mais, d'autre part, c'est sur un meurtre que vous enquêtez et, si cela doit vous aider à voir clair, je ne crois pas que je puisse me taire. À mon sens, monsieur Chapman, c'est là à juger sainement. Très bien, je parle. Vous connaissez 3 manières de vous procurer du poison dans le secret le plus complet. Quelles sont-elles? Chapman se renversa dans son fauteuil. On lit tous les jours dans les journaux des articles où il est question de médecins qui ont égaré des médicaments dangereux. On met le public en garde contre les drogues tombées d'une voiture qu'il peut trouver sur la route. C'est exact.
J'ai pensé qu'il serait tout simple d'aller à la campagne, de suivre un médecin dans sa tournée et, quand l'occasion s'offrirait, d'ouvrir la porte de son auto, de jeter un coup d'œil dans sa trousse et de choisir. À la campagne, le médecin ne prend pas toujours sa trousse quand il entre dans une maison. Avec certains malades, il sait qu'elle ne lui manquera pas. Alors, c'est tout. Au moins, en ce qui concerne la méthode numéro 1. Pratiquement, j'ai dû filer 3 toubibs avant d'en trouver un suffisamment négligent. Quand je l'ai eu, les choses ont marché comme sur des roulettes. Il avait laissé sa voiture dans une cour de ferme, très tard, et je me suis servi, le plus simplement du monde. C'est comme cela que je me suis procuré l'hyoscyamine. Bon, la méthode numéro 2. Là, je dois l'avouer, j'ai dû mettre à contribution, sans qu'elle s'en doute, la pauvre Célia, de qui il faut bien dire qu'elle n'était pas une lumière. Après avoir blagué le jargon médical et ses grands mots latins, je lui ai demandé de m'écrire une ordonnance pour de la digitaline, dans le style même qu'emploierait un toubib. Elle l'a fait bien volontiers, sans rien soupçonner, la pauvre gosse, et il m'a suffi ensuite de recopier son texte sur un papier à lettres portant l'entête d'un hôtel du centre de Londres, de pêcher dans un annuaire le nom d'un médecin résidant dans un quartier éloigné, de signer de ses initiales suivies d'un paraphe à peu près illisible et de présenter l'ordonnance à un pharmacien de New Oxford Street, lequel, sans l'ombre d'une hésitation, m'a remis la digitaline prescrite par ce médecin de qui il voyait l'écriture pour la première fois. « Très ingénieux, » dit Sharp d'une voix brève. Nigel fit la grimace. « Je suis mal parti, hein ? Je vois ça à votre ton. » Et la méthode numéro 3 ? La réponse tarda quelques secondes. « Dites-moi, inspecteur, qu'est-ce que je risque, au juste ? » Nous avons jusqu'à présent un vol qualifié et un faux en écriture. Nigel protesta. Êtes-vous bien sûr que ce soit un faux ? Je n'ai contrefait l'écriture de personne, j'ai griffonné, au bas d'une pseudo-ordonnance, quelque chose ressemblant à H.R. James. Je n'ai pas cherché à reproduire la signature d'un Dr. James déterminé. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec un sourire contraint, il ajouta « Voilà des aveux diablement compromettants, n'est-ce pas ? Avec ça, si vous voulez me mettre dans le bain, je suis bon. Mais d'un autre côté... » Il hésitait. « D'un autre côté, » dit Sharp. « D'un autre côté, » reprit Nigel avec force. « J'ai horreur des assassins. » Célia était une brave gosse, qui ne méritait pas de finir comme ça. Il faut que le meurtrier soit puni. Et croyez-vous que c'est en vous racontant mes fautes que je vous aiderai à le découvrir ? Je me fais du tort, et c'est tout. La police n'est pas sotte, répondit l'inspecteur, et elle peut fort bien mettre sur le compte de la jeunesse certaines inconséquences, autrement bien difficiles à expliquer. Je vous crois quand vous me dites que vous souhaitez le châtiment du meurtrier. Donc, continuons, et parlez-moi de la méthode numéro 3. Avec celle-là, nous abordons la partie délicate de ma confession. Le procédé était plus risqué que les 2 autres, mais aussi plus amusant. J'avais, une fois ou 2, été voir Célia à l'hôpital. Je connaissais les lieux. Et il vous a donc été très facile de prendre une fiole dans l'armoire au poison ? Non, c'eût été trop simple, et j'aurais eu l'impression de tricher. De plus, si j'avais eu véritablement des desseins criminels, autrement dit, si j'avais tué avec ce poison que je volais, on se serait très probablement souvenu de ma visite. Car il y avait bien 6 mois qu'on ne m'avait vu là-bas. Je savais que, vers 11h15, Célia se rendait dans une salle voisine pour y prendre une légère collation, une tasse de café et une biscotte. À ce moment-là, il ne restait dans la pharmacie proprement dite qu'une assistante entrée récemment et qui ne me connaissait certainement pas de vue. J'ai passé une blouse blanche et un stéthoscope autour du cou. Je suis arrivé alors qu'il n'y avait là que la nouvelle, d'ailleurs fort occupée à faire je ne sais quel paquet. Je suis allé à l'armoire au poison, j'ai pris le flacon qui m'intéressait, j'ai demandé à cette jeune femme ce qu'il y avait là en fait d'adrénaline. Elle m'a répondu, et je lui ai dit alors que j'avais une migraine terrible et qu'un calmant me ferait du bien. Elle m'en a donné 2 comprimés,
Je les ai avalés devant elle, et je suis parti, le plus tranquillement du monde. Elle n'a rien soupçonné, et je suis convaincu qu'elle m'a pris pour un médecin ou pour un étudiant. Quant à Célia, elle n'a même pas su que j'étais allé là-bas. « Vous avez parlé d'un stéthoscope, » dit Sharp. « D'où venait-il » Nigel répondit avec quelque embarras. « Il appartenait à Len Bateson. Je le lui avais chippé. »« Ici ?»« Oui. » Voilà donc expliqué la disparition du stéthoscope. Célia n'y était pour rien. Évidemment, je vois mal une kleptomane fauchant un stéthoscope. Cet instrument, qu'en avez-vous fait ensuite ? J'ai été obligé de le mettre au clou. Un sale coup pour Bateson. D'accord, mais à moins de tout lui expliquer, et je n'en avais pas l'intention, je ne pouvais pas lui dire où était passé son stéthoscope. À ma décharge, j'ajouterai que, peu après, j'ai offert à Bateson une de ces bringues qui font époque dans la vie d'un homme. Nigel souriait. « Vous avez des choses, une vision très particulière, » dit Sharp. « Ce qu'il fallait voir, » reprit Chapman, « c'est la figure des gars quand j'ai aligné mes poisons sur la table, en leur disant que je m'étais arrangé pour me les procurer de façon telle que nul ne pouvait savoir qu'ils étaient en ma possession. Si je comprends bien, vous auriez pu vous débarrasser de quelqu'un par un poison à votre choix. Et le poison utilisé pour cet assassinat, personne n'aurait jamais pu démontrer qu'il avait été en votre possession. C'est assez cela, je le reconnais, bien que ce soit un aveu assez pénible dans les circonstances actuelles. Fort heureusement, ces poisons ont tous été détruits. Il y a de cela 15 jours, sinon plus. Vous le croyez, monsieur Chapman, mais pouvez-vous en être sûr ? Nigel regarda le policier avec stupeur. Que voulez-vous dire ? Ces poisons, combien de temps les avez-vous gardés par devers vous ? Nigel réfléchit. Le tube d'hyoscyamine, 10 de jours. Le tartrate de morphine, 4 jours environ. Quant à la digitaline, un après-midi seulement. Ces 2 poisons que vous avez eus pendant plusieurs jours, où les conserviez-vous ? Dans un tiroir de ma commode, caché sous une pile de chaussettes. Quelqu'un savait-il qu'ils étaient là ? Personne, j'en suis sûr. La réponse n'était pas venue sans hésitation. Mais Sharp n'insista pas. Aviez-vous mis quelqu'un au courant de vos intentions ? Quelqu'un savait-il comment vous pensiez vous procurer ces poisons ? Non, c'est-à-dire non, personne. Vous avez dit c'est-à-dire, monsieur Chapman ? Parce que j'ai songé, à un certain moment, à m'ouvrir de mes projets à Pat. Puis je me suis dit qu'elle ne les approuverait pas. Alors je me suis tue. Vous ne lui avez absolument rien dit ? Par la suite, je lui ai raconté comment je m'y étais pris pour la digitaline. Elle n'a pas trouvé ça drôle, j'ai le regret de le dire. Alors je m'en suis tenu là. Si je lui avais expliqué que j'avais volé l'hyoscyamine dans une voiture, elle m'aurait incendié. Vous ne lui avez pas dit que, votre pari gagné, vous détruiriez ces poisons ? Si. C'était même un problème qui la tracassait. Elle avait même commencé par prétendre que je ferais mieux de les reporter où je les avais pris. Cette idée-là ne vous était pas venue ? Vous n'y songez pas ? Je ne pouvais pas faire ça sans me fourrer dans un pétrin invraisemblable. Le plus simple, c'est ce que nous avons fait. Nous avons tout balancé dans le feu et les cabinets. Ma démonstration était terminée et personne ne s'en trouvait plus mal. Comment pouvez-vous l'affirmer, monsieur Chapman ? Puisque nous détruisions les drogues. Il ne vous est jamais venu à l'esprit, monsieur Chapman, que quelqu'un pouvait avoir découvert votre cachette et remplacé le tartrate de morphine par un autre produit ayant sensiblement le même aspect ? Nigel ouvrait de grands yeux. Je n'ai jamais pensé à ça. Et je ne crois pas qu'on l'ait fait. Il reste, monsieur Chapman, que c'est une possibilité. Mais personne ne pouvait savoir que ces drogues étaient dans ma commode. Dans une maison comme celle-ci, monsieur Chapman, il y a toujours des gens qui en savent beaucoup plus long que vous ne pouvez croire. Des gens qui furettent partout et se mêlent de ce qui ne les regarde pas.
Exactement. Il y a peut-être du vrai. Parmi les pensionnaires, quels sont ceux qui peuvent normalement entrer chez vous à n'importe quel moment? Len Bateson, d'abord, puisque nous partageons la même chambre. Tous les garçons, ensuite. Ils sont tous venus chez moi un jour ou l'autre. Naturellement, pas les filles. En principe, elles n'ont pas le droit de pénétrer dans les chambres du secteur réservé aux mâles. Vous dites bien « en principe », parce que, bien sûr, elles pourraient toutes entrer dans nos chambres dans la journée, l'après-midi surtout, quand personne n'est là. Receviez-vous quelquefois la visite de Miss Lane? J'espère, inspecteur, que vous ne donnez pas à cette question le sens qu'elle paraît avoir. Il arrive à Pat de venir jusqu'à ma chambre pour me rapporter les chaussettes qu'elle veut bien me raccommoder. L'inspecteur Sharp se pencha en avant. Vous rendez-vous compte, monsieur Chapman, que vous étiez mieux placé que quiconque pour substituer un produit quelconque à la morphine cachée dans votre commode? Nigel avait blêmi. Je m'en suis aperçu il y a tout juste 2 minutes. Rien ne m'aurait été plus facile, en effet. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais aucune raison de vouloir la mort de cette pauvre gosse. Je ne l'ai pas fait. Seulement, je serais bien incapable de vous le prouver, et rien ne vous oblige à me croire sur parole.